Le 27 septembre 2025, dans une région reculée d'Australie méridionale, un enfant de 4 ans disparaît sans laisser la moindre trace alors qu'il jouait tranquillement devant la maison familiale. En quelques minutes à peine, Auguste, que tout le monde appelle Gus, s'évanouit dans la nature, sans témoin direct et surtout sans qu'aucun indice ne vienne expliquer ce qui a pu se produire. 6 mois plus tard, malgré des recherches d'une ampleur exceptionnelle, les autorités n'ont toujours retrouvé ni son corps, ni un objet lui appartenant, ni même un élément permettant de retracer ses derniers déplacements. Et aujourd'hui, l'enquête a pris un tournant particulièrement inquiétant. On se retrouve juste après ça. Lorsqu'un enfant disparaît, l'imaginaire collectif se tourne presque immédiatement vers la figure d'un inconnu, d'un prédateur extérieur surgissant de nulle part et emportant l'enfant loin de son environnement. Pourtant, dans un nombre significatif d'affaires, la réalité s'avère bien plus dérangeante, car elle implique des personnes issues de l'entourage proche, voire du cercle familial lui-même. En France, certaines affaires ont profondément marqué l'opinion publique, notamment celle de Grégory Villemain, ou plus récemment encore celle du petit Émile Soleil, où les circonstances de la disparition, les incohérences dans les témoignages et l'absence de preuves tangibles ont rapidement suscité de nombreuses interrogations. L'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, bien qu'elle se déroule à plus de 15 000 km de la France, présente des similitudes troublantes avec ces dossiers. On parle d'un enfant qui est isolé, d'une famille un petit peu suspecte et très discrète, un laps de temps extrêmement court et au fil des semaines, une vérité qui semble de plus en plus floue et difficile à entrevoir. Auguste Gus Lamont est un enfant âgé de 4 ans, décrit par ses proches comme à la fois discret et curieux, capable de s'éloigner pour explorer son environnement, tout en restant généralement à proximité du domicile familial. Premier fils de Jessica Murray et Josh Lamont, ses parents, il a également un petit frère d'1 an qui s'appelle Ronnie. Ils habitent tous ensemble dans une exploitation agricole isolée tenue par les parents de Jessica. Ça s'appelle Oak Park Station, qui est située à environ 40 km au sud de Yunta, en Australie méridionale. Je pense que vous avez pu le voir, on est vraiment au milieu de nulle part, c'est désertique. Le 27 septembre 2025, en fin d'après-midi, Gus joue à l'extérieur de la maison, sous la surveillance indirecte de sa grand-mère maternelle, Shannon Murray. C'est un jour important en Australie. En effet, on est le dernier samedi de septembre et c'est la grande finale de l'Australian Football League ou AFL. Un jour facile à se remémorer pour les Australiens. La grand-mère de Gus, Shannon, est apparemment seule sur la propriété. Jessica, la mère de Gus, et Josie, son autre grand-parent, n'étaient pas présents. Elles expliquent tous deux qu'elles étaient à environ 10 km au nord en train de veiller sur leur troupeau de moutons. De son côté, Shannon explique qu'elle aperçoit le petit pour la dernière fois vers 17h, debout sur un monticule de terre ou de sable. J'ai vu les deux versions, mais ça me semble plus être du sable par rapport à l'environnement où on se trouve, qui est situé devant la propriété. Selon son témoignage, rien dans son comportement à Gus ne laissait présager un danger immédiat et la scène semblait parfaitement ordinaire. Pourtant, une trentaine de minutes plus tard, lorsqu'elle ressort pour l'appeler pour le repas du soir, l'enfant a disparu. Aucun cri n'a été entendu et surtout, aucun élément ne permet de comprendre comment un enfant aussi jeune a pu quitter les lieux sans laisser la moindre trace. La famille indique avoir entrepris des recherches pendant près de 3 heures avant de prévenir les autorités, un délai qui, dans ce type d'affaires, peut s'avérer crucial. Comme vous avez vu, c'est vraiment une exploitation agricole qui est située au milieu de nulle part. Et on n'a pas une végétation vraiment très dense, c'est très désertique. Ça paraît assez étrange et insensé que l'enfant se soit perdu
parce que vraiment, c'est assez facile de se retourner et de voir les habitations au milieu de nulle part. Donc, pourquoi il se serait éloigné autant? Comment il aurait fait pour se perdre? C'est les questions que vont se poser les enquêteurs avant de plonger vraiment dans l'enquête. Shannon explique aux policiers qu'au moment de sa disparition, Gus portait un chapeau, une chemise à manches longues et des bottes, une tenue parfaitement adaptée à l'environnement rural dans lequel il évolue quotidiennement, mais qui paradoxalement aurait dû faciliter sa localisation dans un espace aussi ouvert. En effet, vu le type de chapeau qu'il portait, avec tous les moyens qui ont été déployés pour le retrouver, on aurait dû le retrouver assez rapidement. Même s'il s'est passé 3 heures entre le moment de la disparition présumée et le moment où la famille a appelé les autorités. Dès le signalement de sa disparition, les autorités australiennes déploient un dispositif de recherche d'une ampleur exceptionnelle, mobilisant à la fois les services d'urgence de l'État d'Australie méridionale, des unités de police spécialisées, ainsi que des moyens militaires. Pendant près de 10 jours, la zone autour de la propriété est minutieusement quadrillée, à pied, en véhicule tout-terrain, mais également dans les airs grâce à l'utilisation de drones et d'hélicoptères équipés de caméras infrarouges, capables, comme vous le savez, de détecter des signatures thermiques, même dans des zones difficiles d'accès. Des pisteurs aborigènes, reconnus pour leur expertise dans la lecture des traces au sol, sont également mobilisés afin de tenter de reconstituer un éventuel déplacement de l'enfant. Au total, des dizaines de secouristes, des membres de la communauté locale ainsi que près d'une 50aine de militaires participent à ces recherches, décrites par la police comme l'une des opérations les plus intensives jamais menées dans la région. Et c'est d'ailleurs grâce à cette intensivité des recherches et grâce à la mobilisation exceptionnelle de tous ces acteurs que la disparition a été énormément médiatisée, alors évidemment en Australie, mais aussi de manière plus internationale par la suite, tout simplement parce que on parle d'un enfant et que il y a vraiment, vous allez voir dans la suite des événements, des liens que l'on peut faire avec des disparitions qui se sont réalisées plus proches de nous. Donc on parlait tout à l'heure de Grégory Villemain, mais aussi d'Émile Soleil. Et pourtant, malgré cette mobilisation massive, les résultats sont quasi inexistants. Je dis quasi inexistants parce que quand même, une petite empreinte de pas qu'on devine appartenir à Gus a été découverte à 500 mètres de la maison 3 jours après la disparition. Un indice que la police elle-même a fini par mettre en doute, elle pourrait très bien dater d'une semaine. Puis en effet, c'est bizarre de retrouver qu'une seule empreinte appartenant possiblement à Gus. On a l'impression qu'elle a été mise là pour détourner l'attention des enquêteurs. Parce que normalement on aurait dû trouver, surtout pour un enfant, plusieurs traces de pas. Et 500 mètres, ça paraît proche, mais assez loin quand même de la propriété. Donc peut-être pour donner une fausse piste, on ne sait pas. On va se plonger un peu plus dans les détails. Effectivement, les recherches n'ont permis de retrouver aucun vêtement, aucun élément matériel, ce qui ne permet pas de confirmer qu'il se serait éloigné lui-même de la propriété. Et face à cette absence d'indices, les recherches sont progressivement réduite à partir du 7 octobre 2025, avant que l'affaire ne soit officiellement confiée à la section des enquêtes sur les personnes disparues. C'est apparemment une formation qui spécialement pour ce dossier va s'appeler la Task Force Horizon, une équipe de 12 spécialistes qui continue d'analyser les informations, d'évaluer les possibilités de recherche supplémentaires sur la propriété et d'enquêter sur toutes les circonstances qui auraient pu entraîner la disparition de l'enfant. Les autorités, comme vous pouvez le voir, n'ont pas du tout l'intention d'abandonner les recherches, comme le confirme à la mi-octobre le commissaire de police d'Australie méridionale Grant Stevens. Le 14 octobre 2025, une seconde opération est lancée, cette fois-ci concentrée sur un périmètre élargi de 5 à 6 km autour de la ferme, mobilisant plus de 80 personnes et une trentaine de véhicules. Là encore, malgré les moyens engagés, aucune trace du petit garçon n'est découverte. Les investigations vont se poursuivre avec une troisième opération de mobilisation
particulièrement marquantes. Pendant 2 jours, il va y avoir donc notamment l'inspection d'un barrage situé à seulement 600 mètres du lieu de la dernière observation de Gus. Pendant 2 jours, plus de 3,2 millions de litres d'eau vont être pompés afin de permettre une fouille complète du site avec l'intervention de plongeurs et des survols aériens. Mais une nouvelle fois, ça ne donnera rien. Enfin, à la fin du mois de novembre, une 4e campagne de recherche cible 6 puits de mines à ciel ouvert situés entre 5,5 et 12 km de la propriété, certains puits atteignant jusqu'à 20 mètres de profondeur. Ces structures potentiellement dangereuses et difficiles d'accès représentent une hypothèse sérieuse dans ce type de disparition en milieu rural. Malgré des inspections approfondies, appuyées par des drones et des équipes spécialisées, aucune preuve ne vient confirmer que Gus aurait pu y tomber ou y être dissimulé. À ce stade, une conclusion s'impose progressivement aux enquêteurs. Si l'enfant s'était réellement perdu ou avait été victime d'un accident, des traces auraient dû être retrouvées. Or, ce n'est pas le cas. Après, comme je vous le disais, on est vraiment au milieu de nulle part. Donc même si la végétation n'est pas dense, on n'est pas en forêt tropicale, on est dans un environnement particulièrement aride et désertique. Et même si on pense qu'on peut plus facilement retrouver un enfant ou une personne disparue dans ce type de milieu, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est extrêmement étendu comme environnement et il est assez facile malheureusement de passer à côté, même s'il y a eu énormément de recherches réalisées dans cette disparition. Vous avez vu depuis le départ, il y a vraiment 2 photos que je vous mets pour que vous puissiez un petit peu avoir en tête à quoi ressemblait le petit Gus avant de disparaître, mais au tout départ, une seule photo avait été donnée par la famille, donc la photo que je vous mets ici à l'écran, et on en sait vraiment très peu sur les grands-parents, maternels et encore moins paternels, et puis tout simplement sur les parents de Gus. Et c'est vrai que malgré l'intérêt que tout le monde porte à cette disparition, le silence de la famille est pas vraiment compris, en tout cas, et extrêmement jugé, encore plus sur les réseaux sociaux, comme vous pouvez vous en douter. Donc l'intérêt du public pour cette affaire prend une ampleur particulière à partir du 2 octobre 2025, lorsque la police diffuse l'image du petit Gus, donc celle dont je vous parlais, la seule photo qu'on avait à partir de ce moment-là, dans l'espoir de recueillir des nouveaux témoignages. Très rapidement, les lignes téléphoniques de la police d'Australie méridionale sont submergées, non pas uniquement par des informations utiles, mais aussi, vous vous en doutez, par un flot de théories émises par des internautes et des détectives amateurs. Face à cette situation, les autorités sont contraintes de rappeler publiquement un point essentiel: seules les informations concrètes et vérifiables peuvent faire avancer l'enquête. Le gendarme principal, Peter Williams, intervient alors pour clarifier les choses, appelant la population à faire preuve de discernement. Je cite: « S'il ne s'agit que d'une opinion, il vaut peut-être mieux la garder pour vous. En revanche, si vous disposez d'éléments factuels, n'hésitez pas à nous contacter. » Au fil des semaines, l'absence totale d'indices matériels commence à modifier en profondeur la perception de l'affaire par les enquêteurs. Au départ, tout le monde pense que l'enfant a pu s'égarer, tout simplement. Il a joué trop loin, il n'a pas pu revenir sur ses pas, il s'est vraiment perdu et malheureusement, il n'a pas été retrouvé. Mais le fait d'avoir aucune nouvelle, aucun indice va laisser progressivement place à une hypothèse bien plus préoccupante, celle d'une intervention humaine. L'intervention humaine, on peut penser au fait que le petit ait été enlevé, par exemple, devant chez lui. Mais le commissaire principal Filk va déclarer concernant cette hypothèse qu'elle avait été également écartée. L'enlèvement, pour lui, n'est pas l'hypothèse privilégiée, étant donné que la propriété n'était accessible que par des chemins de terre et se trouvait à 45 km à l'intérieur des terres de la route principale la plus proche. Vous imaginez ? 45 km de la route principale la plus proche. Il aurait vraiment fallu connaître cet endroit, savoir qu'à ce moment-là, le petit serait en train de jouer dehors, ou alors juste tomber vraiment de manière fortuite sur le petit et en plus de ça, être un criminel.
ça ne tient pas la route. Et c'est pour ça, et vous vous en doutez, qu'on va vraiment commencer à s'intéresser à l'entourage de l'enfant. Et c'est le 5 février 2026 que l'enquête prend un tournant décisif. Ce jour-là, la police d'Australie méridionale annonce officiellement que la disparition de Gus est désormais considérée comme un crime majeur, écartant ainsi la thèse d'un enfant simplement égaré. Sachez que dans cette affaire, on n'a vraiment pas tous les éléments. C'est flou. Et du côté de la famille, mais aussi du côté des enquêteurs qui, à mon avis, font tout pour pouvoir évoluer dans l'enquête de la manière la plus saine que possible. Vous allez voir, ils font un sacré travail, puisque pendant cette conférence de presse du 5 février 2026, ils vont expliquer qu'il y a l'existence d'un suspect, une personne résidant sur la propriété d'Oak Park Station, connue de l'enfant et de sa famille. Selon les enquêteurs, plusieurs incohérences et divergences ont été relevées dans les témoignages recueillis, notamment concernant la chronologie précise des événements survenus le jour de la disparition. Plus troublant encore, cette personne, dont je vous le dis, on ne connaît pas l'identité aujourd'hui, a cessé de coopérer avec la police, refusant désormais de participer aux investigations, un comportement qui renforce considérablement les soupçons à son encontre. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement qui habitait sur la propriété. Il y a évidemment les parents, même s'il y a des rumeurs que les parents ne sont plus ensemble. Il y a Gus, il y a son petit frère, il y a les grands-parents, mais il y a aussi peut-être d'autres personnes qui habitent de temps en temps là, notamment une personne assez proche de la famille dont je vous parlerai après. Donc c'est assez dur pour nous qui suivons simplement cette affaire à travers les médias de savoir qui était réellement présent le jour des faits sur le terrain. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que les autorités, elles, le savent. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les parents de Gus sont, eux, officiellement écartés de la liste des suspects. Mais donc, l'attention se concentre de plus en plus, je vous le disais, sur l'entourage proche, en particulier les grands-parents maternels propriétaires de l'exploitation agricole. Les grands-parents de Gus Lamont ont publié une déclaration au lendemain de la confirmation par la police de l'existence d'un suspect et de la qualification de la disparition du garçon de 4 ans comme un crime majeur. Il disait, je cite, « Nous sommes absolument dévastés par le communiqué de presse de la section des crimes majeurs de la police d'Australie méridionale. La famille a pleinement coopéré à l'enquête et ne souhaite rien de plus que de retrouver Gus et de le réunir avec sa mère et son père. » Et je vous le disais, aujourd'hui, on ne sait pas qui est dans le viseur des enquêteurs. Et donc sur les réseaux sociaux, tout le monde y va de son hypothèse. Mais vous le savez, ça a été le cas avec toutes les disparitions d'enfants, les jugements de valeur, les jugements autres, mais notamment sur la famille. Et là, je pense notamment à Lina et à Émile. Donc dans ce contexte étrange, plusieurs perquisitions sont menées, visant notamment des zones récemment modifiées sur la propriété, comme des structures en béton fraîchement coulées ou des installations extérieures susceptibles d'avoir été utilisées pour dissimuler des éléments. Une citerne, une fosse extérieure ainsi que différents abris sont inspectés avec précision, mais aucune preuve formelle ne vient étayer ces hypothèses. On a eu aussi l'intervention évidemment de chiens renifleurs de cadavres. Ils ont été amenés sur les lieux et d'autres lieux aussi un peu inconnus et secrets, mais leur travail ne mène à aucun résultat ou indice probant à l'heure où je vous parle. Les enquêteurs ont aussi saisi un véhicule, une moto et des objets électroniques sur la ferme, notamment des téléphones ou des ordinateurs portables. Et tout ça pour la réalisation ensuite de tests forensiques dont les résultats ne sont aujourd'hui pas connus du grand public. D'ailleurs, on ne sait pas si ces tests sont actuellement terminés. Parallèlement, l'attention médiatique se focalise de plus en plus sur Josie Murray, alors figure atypique de cette communauté rurale dont le parcours professionnel et le rôle au sein de la propriété suscitent de nombreuses spéculations. Bien que les accusations dont elle fait l'objet, notamment liées à la possession d'une arme à feu prohibée, un silencieux, soient, selon la police, sans lien direct avec la disparition de Gus. Parce qu'en effet, dans le cadre de vérification dans le dossier de la disparition de Gus sur la propriété, il avait été retrouvé une arme silencieuse, donc un silencieux, appartenant à Josie. Elle n'était pas du tout en droit d'avoir cette arme et donc effectivement, elle a été interpellée là-dessus et elle va d'ailleurs passer devant un tribunal en mai 2026. Mais ils mettent un point d'honneur, les enquêteurs, à dire qu'il n'y a aucun lien entre ces deux affaires-là, même si ça vient un petit peu amener du grain à moudre pour les personnes qui ont déjà Josie dans le viseur. Et beaucoup
d'enquêteurs du web ont fait des recherches concernant le couple de grands-parents maternels et beaucoup d'informations concernant le passé de Josie sont ressorties. En effet, ils appuient sur le fait que ce soit une femme transgenre et le fait d'ailleurs qu'elle dirige d'une main ferme son exploitation familiale dans l'arrière-pays australien, ce qui n'est pas commun car c'est une zone du pays peu connue pour ses opinions politiques progressistes. Elle a grandi avant sa transition sous le nom de Robert Murray, donc ce qu'on appellerait son dead name, membre d'une dynastie d'éleveurs de moutons. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en gros ils ont toujours dans leur famille élevé des moutons et d'ailleurs actuellement c'est toujours ce qu'ils font, élever des moutons. Son surnom adulte serait Snow et il, alors à l'époque où il n'avait pas encore fait sa transition de genre, avait épousé Shannon Pfeiffer vers les années 80. Il a toujours travaillé dans la ferme, étant maçon et employé agricole, et a commencé sa transition il y a déjà plusieurs dizaines d'années. Elle est connue actuellement donc pour avoir un caractère ferme, Josie, et affirmé, et donc personne ne semble l'avoir embêtée avec sa transition. Et un lien, par contre ça c'est intéressant, aurait été établi entre la famille Murray et la propriété du nom de Bulyanhini, perquisitionné le lundi 16 février 2026 dans le cadre de l'affaire de la disparition de l'enfant. Et cette propriété appartient à la tante de Shannon qui est veuve du nom de Joy Betty qui réside dans une maison de retraite. Donc on se dit que s'il perquisitionne une propriété appartenant à la famille de Shannon Murray, donc un des grands-parents de Gus, c'est un petit peu un des deux grands-parents qui sont dans le viseur. Sauf que les grands-parents, eux, disent qu'ils continuent à collaborer avec les enquêteurs et les enquêteurs disent que la personne qu'ils ont dans le viseur a décidé de ne plus coopérer. Donc, on ne sait pas vraiment qui est cette personne et là, c'est vraiment l'information qui nous manque pour potentiellement en savoir plus, mais je pense que c'est bien qu'il ne précise pas qui est cette personne dans le viseur parce qu'aujourd'hui c'est pas parce que c'est une personne d'intérêt dans l'affaire que cette personne est aujourd'hui mise en examen ou même inquiétée dans l'affaire. Ça veut dire juste qu'il travaille plus sur cette piste puisqu'il y a des petits éléments qui sont incohérents et qui font de lui ou d'elle un suspect potentiel. Mais je pense que c'est bien parce qu'imaginez, ils disent que la personne d'intérêt, c'est cette personne-là, ça va finir comme pour la double disparition de Jacques et Lily, dont je vous ai parlé sur ma chaîne il y a quelques semaines maintenant. Ça va finir par un harcèlement sur cette personne-là, ce qui commence déjà à être le cas. Quand on commence à fouiller dans les groupes Facebook, ça fait un petit peu peur. Which saw one media outlet take things too far, shotgun in hand on the porch of the homestead, yelling at a Daily Mail reporter. We'll have the police on you because you've been warned not to come here. Get out! Get out! The woman's actions, according to police, were not as they seemed. Donc comme je vous le disais sur les réseaux sociaux, beaucoup pointent du doigt déjà les grands-parents maternels de par tout ce que je viens de vous énoncer, mais spéculent également sur les parents de Gus qui ont pourtant été innocentés. C'est ça qui est fou. Il y en a qui disent oui, regardez, elle a un regard étrange, lui il est un peu suspect, regardez comment il marche sur cette photo. Enfin, les réseaux sociaux, c'est quand même compliqué. Je pense qu'aujourd'hui il faut réussir à enquêter en utilisant de manière intelligente les réseaux sociaux, mais pas partir dans les dérives. Par contre, il y a des fois des pistes intéressantes qui ressortent de tous ces enquêteurs du web et j'en ai souligné deux que je n'avais pas avant de me plonger un petit peu dans tous ces groupes-là. Notamment, on a les utilisateurs qui ciblent également deux autres personnages qui sont d'intérêt selon eux. On a Bill Harbison, qui est un ami des grands-parents, qui a été le porte-parole de la famille devant les médias les jours qu'ont suivi la disparition. Il a très vite été assez touché, presque en pleurs, juste après la disparition, ce qui a un peu étonné certaines personnes. Donc ça veut dire peut-être qu'il le connaît, le petit, depuis longtemps, donc peut-être qu'il habite sur la propriété. Et c'est vrai que c'est lui qui a pris la parole à la place de toute la famille au tout départ. Personne ne s'exprimait et donc les questions se posent autour de ce personnage-là, même si on n'en connaît pas réellement plus que ça. At this time, we kindly ask for privacy as we focus all our energy on supporting the search and working closely with the police.
We are deeply distressed. On a également un homme, et ça je trouve ça intéressant, il est appelé Benjamin, qui est surnommé Wild Eye, donc pour yeux sauvages, d'une 40aine d'années, qui avait disparu le 26 septembre 2025, et si vous avez bien suivi, c'est la veille de la disparition de Gus. Il était aperçu ce jour-là en train de conduire de manière erratique sur la Stewart Highway, près de la zone concernée, les yeux exorbités et agités. Alors la highway, donc c'est une autoroute, elle traverse tout le pays, tout le centre du pays. Mais donc ça voudrait dire qu'elle aurait été dans une zone, donc je vous montre ici à peu près vraiment pas très loin, on va dire, de l'exploitation agricole. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant, même si c'est vrai qu'il y a apparemment aucune trace sur le sol d'une voiture ou de quelqu'un qui aurait conduit de manière erratique devant la ferme. Et en ligne, tout le monde cherche un lien entre les deux disparitions, mais la police, elle est claire, les deux affaires sont traitées séparément et aucun lien n'est recensé à ce jour. Le 24 février, les parents de Gus, qui étaient restés très discrets jusqu'alors, se sont enfin exprimés et ont fait paraître un communiqué avec une nouvelle photo et une vidéo de leur petit Gus. Donc vraiment, c'était il y a un peu plus d'1 mois maintenant qu'on a eu cette deuxième photo avec le chien et la vidéo que je vous ai déjà mise, celle où on voit Gus sur son vélo. Donc déjà, ce sont des informations importantes. Je pense que ça aurait pu être fait bien avant, parce qu'on se rappelle qu'il a disparu en septembre. Mais bon, je pense qu'ils ont été quand même bien entourés, parce que chaque partie a son avocat, et peut-être que l'avocat leur avait dit de ne pas du tout s'exprimer ou de ne donner aucune autre information. Et peut-être tout simplement que les enquêteurs avaient plus de photos, mais que là, ça a été officiellement transmis au public par l'intermédiaire d'ailleurs des policiers. Donc je vais vous lire ce communiqué qui a été transmis par les parents. Nous sommes unis dans notre chagrin et unis dans notre recherche de réponses concernant ce qui est arrivé à notre petit garçon Gus, qui comptait plus que tout pour nous. Alors ils disent qu'ils sont unis parce que c'est vrai qu'il y a des rumeurs comme quoi les parents ne seraient plus ensemble, même si ça n'a aucun rapport avec la disparition de l'enfant, en tout cas de ce qui nous a été dit par les enquêteurs. Nos vies sont brisées et chaque instant sans lui est insupportable. Nous savons que quelqu'un détient peut-être des informations. Si quelqu'un sait ce qui s'est passé, nous supplions cette personne ou toute personne ayant vu ou entendu quelque chose de se manifester. Le moindre détail pourrait nous apporter les réponses dont nous avons si désespérément besoin. Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude à tous ceux qui participent aux recherches de Gus, les efforts inlassables des services de police et d'urgence, du personnel des forces de défense australiennes, des bénévoles et des spécialistes nous ont été un soutien inestimable. À nos amis, à notre famille et à tous ceux qui nous ont soutenus et qui ont fait preuve d'une telle compassion, d'une telle sollicitude et d'une telle aide durant cette période si douloureuse, merci. Votre gentillesse nous a permis de traverser les jours les plus sombres de notre vie. Tout ce que nous souhaitons, c'est de ramener Gus à la maison et comprendre ce qui est arrivé à notre cher petit garçon. Et c'est signé donc les parents de Gus. Le haut responsable de la police, Darren Filk, est clair et avait déclaré, je cite, « Nous ne pensons plus que Gus soit vivant. Aucun indice physique ou autre suggérant que Gus aurait pu s'éloigner lui-même ou été enlevé n'a été retrouvé. Qu'est-il arrivé à Gus ? Il est dur de comprendre ce qui aurait pu, en effet, advenir de l'enfant. Est-il décédé des suites d'un geste malheureux d'une personne habitant sur la propriété qui a cherché à dissimuler son crime ? Par exemple avec la trace de pas, ou bien le petit s'est-il réellement égaré. Dans cette enquête qui connaît un écho médiatique international, aucun suspect n'a été interpellé pour le moment et les investigations pour retrouver le petit garçon se poursuivent. Alors que la communauté est sous le choc, les parents de Gus, Jessica et Josh sont dévastés, pris dans un tourbillon médiatique et confrontés à de nombreuses questions sans réponse. Ses grands-parents ont engagé un avocat et publié une déclaration qui ne fait qu'épaissir le mystère. La famille continue de vivre sous le poids des soupçons et les habitants sont partagés entre compassion et spéculation. Aujourd'hui, plus de 6 mois après la disparition de Gus Lamont, l'enquête se heurte toujours à une absence totale de preuves matérielles, une situation qui rappelle inévitablement certaines affaires françaises récentes, comme celle du petit Émile que je vous ai déjà plusieurs fois cité dans cette vidéo. Dans les deux cas, on retrouve des similitudes, des éléments similaires, un environnement isolé, un nombre limité de témoins, une
disparition extrêmement rapide et surtout un cercle familial discret au cœur des interrogations. Des affaires où chaque détail, aussi infime soit-il, peut potentiellement faire basculer l'enquête. Les parents de Gus, eux, continuent à appeler à témoins, convaincus que quelqu'un quelque part détient des informations qui permettraient de retrouver leur enfant. Mais pour les enquêteurs, une chose semble désormais acquise, la vérité se trouve probablement au plus près de ceux qui entouraient Gus ce jour-là. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura appris des choses. Vous savez, je traite généralement une fois par mois au minimum de disparitions avec les proches disparus, donc en France, que ce soit en collaboration ou non avec l'association ARPD pour laquelle je suis bénévole depuis plusieurs années. Mais entre-temps, en 2026, j'ai décidé de parler de disparitions aussi à l'étranger qui m'interpellent. Puis c'est vrai que celle de Gus m'avait interpellée. De toute façon, les disparitions d'enfants, ce sont celles qui m'interpellent généralement le plus, puisque ce sont des êtres qui ont confiance totale aux personnes qui les entourent et au final qui sont la plupart du temps malheureusement victimes de leurs proches. Donc j'espère que rapidement on saura ce qui s'est passé pour ce petit bout. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me suivre également sur ma chaîne Les coulisses de Marine B, qui est ma chaîne où je parle de mon quotidien, de mon travail. Il y a également les replays Twitch, puisqu'effectivement, une fois par semaine, tous les lundis, normalement, il y a un live Twitch sur un sujet précis et ils sont en rediffusion sur ma chaîne de replay. Donc, vous avez tout en barre de description et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.